Bonjour, donc nous allons commencer en espérant que les autres vont rejoindre à nous plus tard. Bon, on a été coupé, j'espère que maintenant vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez, s'il vous plaît? On vous entend bien. Très bien. Bon, je vous ai envoyé donc hier le support de la première partie du cours. Est-ce que vous l'avez bien reçu? On l'a reçu aussi. Très bien. Alors, juste vous me confirmez que vous pouvez voir la présentation une fois que j'ai fait le partage d'écran. Et après, on va commencer. Est-ce que la présentation est visible? Oui, on voit bien. D'accord. Donc, nous allons commencer le cours Introduction au traitement numérique d'images. Je vais faire 6 heures, c'est-à-dire 4 séances. Comme d'habitude, lors de la dernière séance, je vais répondre à vos questions si vous en avez sur l'ensemble du cours. Bon, l'examen aura lieu, comme d'habitude, au mois de mai. Mais bon, mon cours sera fini en février. Et après, ce sont les autres qui vont continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces quelques séances de cours Introduction au traitement numérique d'images? On commence dès aujourd'hui avec une introduction générale à ce qu'est le traitement numérique d'images. On va parler des domaines spatial et fréquentiel. On est habitué à voir des images dans le domaine spatial, mais on peut voir que pour certains nombres d'opérations, comme le filtrage que nous verrons par la suite, il faut avoir un raisonnement dans le domaine fréquentiel.
qui est plutôt inhabituel pour nous. Après, on va voir justement question de filtrage numérique d'images. On va voir différents types de filtres, différentes fonctions de filtres. Un algorithme général pour filtrage d'images, quel que soit le type de filtre. Et après, dans la dernière partie du cours, nous allons avoir une petite introduction de différentes opérations courantes, par exemple la manipulation de histogrammes, des choses comme ça, et leurs effets sur l'image. Bon, il y a des références a priori disponibles dans la bibliothèque donc, de la Faculté des sciences et techniques que vous pouvez consulter si vous voulez. Et les deux sont en français, donc introduction au traitement d'image. Et le deuxième, traitement numérique des signaux, qui n'est pas directement référence traitement d'image, mais effectivement, dans cet ouvrage, il y a donc des chapitres sur traitement numérique des signaux bidimensionnels. Et une image est un signal bidimensionnel, donc effectivement, pour utiliser une partie de cours, notamment sur filtrage, a inspiré de cet ouvrage. C'est un ouvrage très connu de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Bon, sinon, effectivement, bon, il y a le cours. Et surtout, comme d'habitude, les explications que je donne oralement, comme pour la synthèse d'images. Si vous vous rappelez, vous avez vu, par exemple, dans l'examen écrit, l'examen final de synthèse d'image, bon, il y avait des questions vraiment de cours que vous pouvez trouver sur le support de cours. Et il y a des questions en rapport avec les explications orales. Par exemple, ce que
numérique, qui est en niveau de gris, avec un traitement très simple qu'on verra. On peut passer à une image binaire en noir et blanc. Donc, il s'agit d'un traitement d'image, effectivement. On va transformer une image en une autre image. Ça dépend donc des domaines d'application. Ou dans le sens inverse, si on a une image binaire, on peut obtenir donc, effectivement, si on a un certain nombre d'informations associées, on peut essayer d'obtenir l'image de départ, mais bon, ça reste une opération difficile. Par contre, dans ce sens, c'est assez simple et c'est avec un simple seuillage qu'on peut trouver donc l'image binaire. Donc, y a-t-il des questions sur ces 4 domaines d'image? Bon, donc, synthèse d'image, c'est une discussion à part. Vous avez eu et vous allez avoir des cours, notamment en deuxième année. Analyse d'image, très associée avec traitement d'image. Bon, ça serait objet de notre cours. Et reconnaissance de forme n'est pas vraiment objet de notre cours. Alors, comme d'habitude, il faut commencer par le domaine d'application afin de justifier pourquoi il faut faire le traitement d'image, notamment le traitement d'image numérique. Et pour ça, il faut donc parler des différents domaines d'application. Alors, on va essayer donc de trouver des réponses ensemble. D'abord, cinéma. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi on peut faire le traitement d'image en cinéma? Bon, la synthèse, vous connaissez, donc ça, si on fait la synthèse d'image pour le cinéma, on n'a pas besoin d'avoir des maquettes. On peut faire des scènes à la fois photoréalistes et même des scènes imaginaires, ce qui n'était pas possible ou assez simple à faire avec des techniques autres que l'utilisation de la synthèse d'image. Mais pourquoi on peut utiliser aussi le traitement d'image en cinéma? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, qui va répondre? Moi, je veux bien répondre. Allez-y. Donc, j'imagine, par exemple, si on a des scènes, je ne sais pas, qui veulent se faire vieilles, par exemple, mettre un filtre noir et blanc, ou alors d'autres types de filtres pour améliorer l'image ou donner un certain effet, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par filtre? Par exemple, on met un filtre devant une caméra? Non, enfin, une fois le film filmé, quoi, au moment du montage, mettre un filtre noir et blanc sur une certaine séquence. Donc, vous dites numériquement, par exemple? Voilà, numériquement. On applique un filtre numériquement. Oui, donc effectivement, on peut transformer une image couleur en noir et blanc. C'est le traitement d'image. Bon, des fois, on le fait, mais c'est pas vraiment nécessaire. Je vous dis pourquoi. Parce qu'on peut le faire plus facilement. Si on veut passer de noir et blanc aux couleurs, il suffit de supprimer l'information donc de chrominescence à avoir juste luminescence. Donc ça, c'est quasiment immédiat. Même on pouvait le faire avec des images, donc avec des images analogiques. Par exemple, sur les anciens télé qui n'existent pas analogique couleur, on pouvait supprimer la couleur, avoir des images au niveau de gris. Bon, pour ça, c'est même peut-être pas nécessaire à avoir donc, ce que vous appelez filtre. D'ailleurs, on l'appelle pas, scientifiquement, on l'appelle pas filtre. Il y a une manipulation, donc, qui n'est pas liée, qui n'est pas un filtrage. Bon, mais bon, ça, c'est une possibilité. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples plus importants pour le cinéma? Bon, alors, est-ce que vous pouvez imaginer un exemple qui est contraire de l'exemple que vous avez cité? Est-ce que votre micro est toujours actif? Oui, pardon. Alors, quel est l'inverse de l'exemple que vous avez cité? Mettre de la couleur sur du noir et blanc. Je sais pas. Oui, c'est plutôt ça. Il y a des Ouais. films anciens, c'est très courant, des films anciens qui datent d'une centaine d'années. Ils sont pas pleins si vous regardez, ces films sont plus de 100 ans, mais c'est de plus en plus en couleur. Ça a été colorisé.
Donc, effectivement, on peut colorier des films anciens qui sont en noir et blanc. Souvent, on utilise des techniques de traitement d'image avec l'intelligence artificielle pour faire des images couleurs à partir des anciennes images noir et blanc. Il y a d'autres exemples. Est-ce que vous pouvez citer d'autres exemples qui concernent les films anciens, sans parler de la colorisation des films anciens? C'est-à-dire qu'on applique sur les films anciens pour... Bon, les films anciens, comme leur nom indique, sont anciens et sont abîmés. Alors, Ah oui, restaurer certaines parties voilà. abîmées. Pour restauration, effectivement, on peut restaurer, on peut par exemple augmenter le contraste, etc. On peut restaurer les films anciens. Alors, si vous regardez, des fois c'est marqué, même sur des films qui étaient couleur au départ et pas forcément noir-blanc, c'est marqué VM, conversion masterisée. Donc, on a utilisé des techniques de traitement d'image pour avoir meilleure qualité d'image. Comment on le fait pour le son? Pour le son aussi, voilà, pour les chansons anciennes. Effectivement, voilà, vous voyez, c'est marqué version masterisée parce que numériquement, ça a été restauré, amélioré. On a supprimé le bruit, on a amélioré, effectivement, la qualité sonore. On peut faire la même chose aussi pour les films. Bon, y a-t-il des questions? Alors, médecine, ça c'est très courant aussi. Donc, effectivement, en médecine, il y a des examens radiologiques, il y a des examens échographiques, il y a des examens avec résonance électromagnétique, etc. Et là, le résultat doit être sous forme d'une image visible et interprétable. Et effectivement, on utilise des techniques de traitement d'image, pour par exemple, image donc avec résonance électromagnétique, devient une image avec des fausses couleurs, etc., qui soit interprétable par donc le médecin. On le fait. En astronomie. En astronomie aussi, bon, on utilise traitement d'image. Bon, je ne vous demande pas est-ce que vous connaissez un exemple, parce que peut-être vous ne connaissez pas, ce n'est pas aussi courant que le cinéma. Quand, et depuis longtemps, on envoyait donc des vaisseaux dans l'espace, par exemple pour explorer la planète Mars. Ça date des années 70, quand on a envoyé les premiers, ou même plus tard, et même plus loin, disons à la frontière donc, du système solaire. Et les images sont envoyées à des millions et des millions de kilomètres de distance. Il faut effectivement faire un traitement, parce que ces images peuvent comporter beaucoup de bruit, etc. Donc, il faut utiliser des techniques de codage et de détection d'erreurs très améliorées, par exemple des codes cycliques ou autres, afin d'avoir une image propre et sans ces problèmes. Donc, on l'utilise. Ce n'est pas seul exemple. Il y a aussi en astronomie des images qui ne sont pas des images télescopiques, mais qui sont des images avec des sondes. Et là, on n'a pas des images sous forme optique. Donc, effectivement, il faut faire des traitements pour pouvoir les interpréter. Un autre exemple concerne la transmission d'images. Là, vous devrez avoir des idées. Alors, on peut combiner les deux, transmission d'images et stockage d'images. On peut raisonner pour les deux parce que, bon, c'est à peu près pareil, à peu près. Alors, est-ce que vous avez une idée sur l'application donc, du traitement d'images dans ces domaines? Bon, s'il y a un volontaire qui l'active, qu'elle active son microphone, et sinon, la première personne en haut de la liste, c'est dans l'ordre alphabétique. Je demande voilà, que cette personne active son microphone. On peut utiliser le traitement d'image pour compresser les images. Oui, ça c'est un bon exemple. Le stockage. Alors, bon, compression d'image pour le stockage, on m'avait dit.
Et la transmission, les deux, du coup. Et la transmission. Alors, vous pouvez expliquer pour les deux. Bon, pour le stockage, c'est clair, parce qu'il y aura moins de volume. Et ça va prendre moins d'espace, donc de stockage. Et pour transmission, quelle est l'importance? Bah, du coup, l'image, puisqu'elle est plus légère, elle est plus rapide à transmettre. Oui, enfin, l'image est plus compacte, donc ça veut dire qu'il y a moins de quantité d'informations à transmettre. Et effectivement, on peut faire la transmission sur des supports, même s'ils ne sont pas très haut débit, de façon correcte. Bon, donc effectivement, ça c'est un bon exemple pour le traitement d'image. Donc, on va compresser des images, on va en parler un peu dans l'introduction, sans rentrer dans le détail. Nous verrons qu'il existe des techniques de compression avec ou sans perte de données, et ça nous permet de faire un stockage ou transmission d'images de façon plus économique. Bon, si c'est avec perte d'image, effectivement, on va perdre un tout petit peu de qualité, mais des fois, ce n'est pas discernable. Si sans perte d'image, donc, effectivement, c'est très avantageux. Et on peut l'utiliser, donc, ces techniques pour transmission et stockage d'images. Alors, pour robotique, aussi, il faut faire des traitements sur des images. Bon, comme je dis, c'est lié aussi à la reconnaissance des formes. Par exemple, il faut faire certains traitements sur des objets pour détecter leurs contours, etc. Après, pouvoir interpréter avec technique de reconnaissance des formes, pour voir si un robot doit les rattraper, doit les éviter, etc. Donc, on utilise ces techniques en robotique. Alors, cartographie, géologie et météo, on peut les combiner. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'usage de traitement d'images dans ces domaines? Bon, alors toujours, la personne suivante sur la liste doit répondre. Bon. Alors, il faut réveiller la personne suivante sur la liste. Alors, la deuxième personne, j'imagine que bon, première personne a déjà pris parole, parce que je ne sais pas qui a pris parole. Alors, deuxième personne, j'ai juste un prénom, François. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Bon, il est en train d'activer. Oui, alors. Oui. Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, je ne sais pas. En cartographie, traitement d'image, non, j'ai pas d'idée. Bon, écoutez, on va essayer de trouver un peu ensemble. Alors, commençons avec météo, parce que météo, voilà, c'est plus courant. Et, bon, des fois, vous voyez, quand il y a effectivement des prévisions météo à la télévision, vous voyez des images qu'on vous montre, des perturbations, des pressions, des anticyclones, etc., des nuages. Et on vous dit image radar. Vous l'avez entendu, je pense. Souvent, on en parle. Bon, est-ce que maintenant, ça va donner une idée comment il faut faire des choses? Bon, image radar, c'est pas dans le domaine de visible, parce qu'effectivement, bon, on va voir. Et les ondes utilisées ne sont pas dans le domaine visible. Les ondes utilisées par radar ne sont pas dans le domaine visible. Donc, il faut le transformer en une image visible, avec, par exemple, des fausses couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait traitement d'image. Un exemple. En géologie, bon, on utilise des techniques similaires pour trouver les couches géologiques ou, par exemple, trouver du pétrole, etc.
dans le fond donc d'un endroit, au fond d'un endroit. Et on envoie des ondes, comme on fait avec imagerie radar, pour par exemple la météorologie. On envoie des ondes électromagnétiques, on voit leur retour. Donc c'est pareil à nouveau, il s'agit de choses qui ne sont pas visibles à l'œil. Donc il faut les transformer en images visibles. Que ce soit des ondes électromagnétiques ou que ce soit des ondes sonores. Des fois aussi on utilise des ondes sonores. Ça peut être aussi des techniques similaires qu'on a pour détection sous-marine ou autre. Et pour cartographie, est-ce que vous avez une idée? Peut-être pour voir les variations du terrain. On utilise le Oui, même principe. tout à fait. Par exemple, ça, oui. Donc, on peut avoir des images, soit domaine visible, mais surtout, à nouveau, images du radar, etc., qui montrent des variations, effectivement, les reliefs, tout ça. Et des images, donc, par exemple, satellites, ou des images par différents types de capteurs. À nouveau, les techniques de traitement d'images nous permettent donc de les transformer en une image visible. Bon, donc, on peut dire que le traitement d'image est aussi très utilisé dans différents domaines, de grand public comme le cinéma ou effectivement des domaines autres, comme par exemple cartographie. Et y a-t-il des questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Alors, donc, on commence avec une image numérique. Alors, cette image numérique peut être de deux types. Image que nous avons par acquisition. C'est souvent comme ça en traitement d'image. Mais ça peut être aussi une image de synthèse. On peut faire des traitements sur une image de synthèse afin, par exemple, d'améliorer la qualité. Alors, acquisition, c'est plus habituel. On a parlé de différents types de capteurs. Par exemple, on a donné exemple au radar, on a donné exemple au naturel, donc aux appareils photo, etc. Pour qu'on synthèse d'image, vous verrez en deuxième année, l'an prochain, je vais commencer le cours de deuxième année avec ce qu'on appelle traitement d'anti-aliasage pour résoudre les problèmes d'aliasage. Et vous verrez des notions de filtrage, de traitement d'image, etc. afin donc de résoudre les problèmes d'aliasage en synthèse d'image. Mais souvent, on utilise quand même le traitement numérique image pour image au sens image avec acquisition par différents appareils d'acquisition que nous verrons. Bon, une fois que nous avons une image sous forme acquisition ou synthèse, on passe au traitement numérique d'image, on fait un ensemble d'analyses, c'est pour ça que je dis c'est lié au traitement numérique d'image, pour avoir des caractéristiques, etc. de l'image. Après, on fait un certain nombre de manipulations pour modifier cette image. Après, c'est la compréhension de l'image. On peut voir que ça peut être éventuellement automatique. Pour avoir, dans le cas général, l'affichage d'image après traitement. On sait ce qu'on fait, mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la perception d'image, à la fois en synthèse qu'en traitement d'image, parce que la perception d'image pourra modifier une image. Nous donnons une perception qui est différente de ce qu'on souhaitait ou de ce qu'on devrait voir. Alors, ces problèmes peuvent être dus, par exemple, à l'illusion optique dans certains cas, ou peut-être à la limitation donc du système visuel humain, la résolution du système visuel humain. Ça peut être notamment chez certaines personnes qui sont déficients au niveau de couleur, pour la perception des longueurs d'onde nécessaires pour perception des couleurs, etc. Bon, donc, en traitement d'image, on va voir analyse, manipulation et compression. Bon, on a donné des exemples lors de l'introduction et on essaye de le faire souvent
toute cette opération-là de façon automatique et pas manuelle. Bon, on va commencer avec acquisition, parce qu'ici on avait vu, soit on a acquisition d'image, soit on a la synthèse d'image, avant de faire le traitement d'image, et puis l'affichage et perception d'image. Alors, nous avons différents types de capteurs. Alors, il y en a certains que vous connaissez fort bien. Appareil photo numérique, c'est très courant aujourd'hui. On n'a plus appareil photo analogique donc, quand on avait dans le temps. Donc, c'est plus nécessaire de numériser les photos sont déjà numériques. Au cas où nous avons des photos ou des images sous forme papier, on peut utiliser un scanner, là aussi vous connaissez très bien. Bon, ici on peut avoir radar, c'est imagerie radar, ce que je dis par exemple pour météo, avec des fausses couleurs. Bon, contrairement à ce que nous avons dans le cas d'appareils photo ou de scanner ici, conventionnel, image radar n'est pas dans le domaine visible. Donc, il faut utiliser des techniques de traitement d'image pour rendre une image visible avec des fausses couleurs pour montrer la concentration, par exemple, des nuages, des courants d'air, etc. On peut avoir d'autres capteurs de type radiomètre, etc. Bon, qui fonctionnent toujours dans le domaine invisible. Bon. Vous connaissez, par exemple, des capteurs infrarouges, enfin, des choses comme ça. Aussi. Ou la synthèse, et la synthèse vous connaissez, donc c'est votre spécialité, vous verrez plus en deuxième année, à base de modélisation, visualisation et rendu. Ici, modélisation, ce qu'on avait vu premier semestre dans le cadre cours fondement d'informatique graphique, et modélisation des objets comme tailleur de tout à l'heure, facettisé, après visualisation, c'est-à-dire élimination des parties cachées, après, aspect rendu pour donner effectivement aspect photoréaliste aux images. Et bon, on peut utiliser aussi les techniques de traitement d'image. Par exemple, ici, pour éviter les problèmes d'aliasage, on devrait utiliser des techniques qui sont des techniques de filtrage, comme on verra en détail en deuxième année de master. Bon. Si on revient sur le schéma principal, donc ici, c'est image, acquisition, synthèse. Avant de voir ce qui est traitement d'image. Après, on va voir aspect affichage d'image. Alors, les images sont affichées sur différents types de supports. D'abord, les écrans à base de tubes à rayons cathodiques. Bon, vous le voyez peut-être encore quelques-uns qui restent, y compris à l'université, mais depuis quelques années, donc, ça a tendance à disparaître, être remplacé par des écrans LCD. LCD comme donc des écrans à cristaux liquides, qui sont des écrans plats, effectivement, qui ne sont pas bombés comme des écrans TRC, qui ont des avantages, qui ne consomment pas beaucoup, qui sont légers. Et la profondeur est constante, ça ne dépend pas du diagonale de l'écran. Par contre, sur le plan de couleur, c'est moins performant que donc les tubes à rayons cathodiques. Et ça nécessite un rétroéclairage. Donc la technologie est différente. Au niveau de rendu de couleur, c'est moins bon, un peu moins bon que les écrans TRC. Et même sont un peu directionnels, il faut regarder plutôt perpendiculaire pour bien voir les images. Donc ça change effectivement l'aspect d'image. On a des écrans de type plasma, qui sont aussi des écrans plats, qui sont intermédiaires entre TRC et LCD. Et dans le cas de vision stroboscopique, pour voir en 3D, on peut avoir des lunettes actives. Donc on va superposer tout simplement deux images qui sont prises avec un petit angle de différence entre les deux par des appareils photo. Leur superposition par le système visuel humain et le cerveau va donner une impression de voir une image en 3D avec relief. Et après affichage, il y a aspect perception, qu'il faut voir avant de commencer à voir aspect traitement d'image. Alors,
la perception dépend du système visuel humain, c'est le système l'œil-cerveau, c'est l'ensemble des deux. Et des fois, ce qu'on interprète ne sont pas vraiment ce qui existe réellement. Alors, il y a quelques images, je ne sais pas si vous pouvez voir sur vos écrans ou non. Mais bon, on va voir par la suite. Alors, pourquoi cette illusion optique? Il faut regarder un peu comment ça se passe, la perception d'image dans l'œil. Et après, c'est l'aspect œil-cerveau. Et là, on a des illusions optiques sur l'interprétation. Alors, l'image est formée sur la rétine. La rétine a des photorécepteurs qui sont de deux types. Bon, qu'on va revoir aussi l'an prochain dans un autre contexte. D'abord, des photorécepteurs de type cône qui sont pour la perception chromatique. Perception chromatique parce que la lumière est, je vous avais dit, dans l'autre cours, est une onde électromagnétique avec une certaine puissance, donc certaine énergie. Et l'énergie, c'est achromatique. La perception chromatique des images sont liées à des longueurs d'onde. Et si on regarde donc les photorécepteurs de rétine de type cône, qui sont pour perception chromatique, on peut voir trois types qui sont pour la perception de composantes rouges, vertes et bleues, donc du spectre de l'image. Et on a de l'autre côté d'autres types de photorécepteurs qui sont des bâtonnets, qui sont pour perception achromatique, c'est-à-dire pour l'intensité lumineuse qui existe dans le spectre. Donc, disons, le premier type est lié à des longueurs d'onde ou des fréquences qui donnent la perception chromatique, et le deuxième est lié à l'amplitude. Alors, on peut regarder, donc ici nous avons des bâtonnets, des intensités, et différents types de cônes, comme je dis, on verra de façon plus détaillée en deuxième année, qui sont sensibles à des composantes RVB, c'est-à-dire à différentes longueurs d'onde pour la perception des couleurs. Bon, alors, cet ensemble de l'œil plus le cerveau va donner des interprétations qui ne sont pas toujours ce qu'il faut. Par exemple, ici, je ne sais pas comment vous voyez sur votre écran, si vous vous fixez sur l'image au milieu, vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Pourtant, c'est complètement esthétique, ça ne bouge pas. Bon. Ici aussi, l'image est fixe, mais si vous regardez l'image, vous fixez au centre, vous pouvez avoir l'impression que l'image bouge un peu. Bon, si vous n'avez pas pu voir les deux premiers, ça dépendra de l'écran, de la distance que vous êtes par rapport à l'écran, etc. Bon, là c'est clair, je pense que tout le monde pourra le voir. Au milieu, vous voyez des courbes à la place des lignes. Pourtant, il s'agit vraiment des lignes, des segments de droite. C'est une illusion optique à cause de l'emplacement des carrés dans cette image. Ça donne cette impression. Mais là, si effectivement vous mettez en règle sur votre écran, vous verrez que par exemple, cette ligne est parfaitement donc en ligne droite, il n'y a pas effet de courbe. C'est juste une illusion optique. Bon, un autre exemple, ici, si vous fixez ici au milieu, là où j'ai mis curseur, il y a un plus, vous verrez qu'il y a un cercle vert qui est en train donc de courir sur cet ensemble de cercles roses. Bon, là aussi, il faut fixer au milieu. Et là, vous verrez. Bon, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Monsieur le délégué, est-ce que vous pouvez activer votre microphone et me dire est-ce que vous avez pu voir quelque chose? Les pointes roses finissent par disparaître. Non, non, il faut voir un disque vert. Ah oui, ça oui, on le voit, oui. Et vous avez pu voir les autres effets?
Bah, si je reste fixe sur la croix, les points roses finissent par disparaître. Oui, non, mais je parlais des autres effets, par Ah exemple. oui, ils y sont aussi. OK, donc vous avez meilleur écran que moi, parce que moi, je n'ai pas eu un certain nombre cette année sur mon tout petit écran. OK, bon, pour vous dire que donc, c'est assez complexe quand on parle de l'image, que ça soit synthèse ou analyse, mais ici surtout on parle donc de traitement d'image. C'est un ensemble de choses, donc ça dépend beaucoup de choses, d'outils d'affichage et de perception d'image qu'il ne faut pas négliger. Mais bon, nous, on va se focaliser sur tout ce qui est vraiment aspect traitement numérique d'image, parce que les autres ne sont pas dans le champ donc, de notre cours. Mais les deux sont importants, à la fois en traitement d'image qu'en synthèse d'image. Alors, quels sont les problèmes rencontrés en traitement d'image? Gestion des grandes bases de données d'image. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu? Là, vous devrez pouvoir expliquer. Déjà, considérons une image. Qu'est-ce que ça représente une image? Est-ce que quelqu'un sur la liste, la personne suivante, après François, je ne sais pas qui était la personne suivante, pourra activer son microphone et répondre? Non, alors je reviens voir. Alors, je pense, parce que le prénom n'est pas complet. Je sois monsieur, soit madame Emmanuel Gando. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Non. Pas de réaction, soit ils ne m'entendent pas, soit il s'agit d'une présence virtuelle. On va passer à la personne suivante, c'est tout simplement Hamza. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Non plus, aucune réaction. Bon, je persiste. La personne suivante, donc mademoiselle Véronique Huang. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Allô? Ah oui, je vous entends. C'est rassurant au moins. C'est fort. On voit qu'il n'y a pas de problème technique et après on voit que quelqu'un au moins a une présence réelle et pas virtuelle. Et on peut avoir de l'interactivité. Alors, je répète ma question, mademoiselle. Oui. Gestion des grandes bases de données d'images et j'ai dit, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos d'une seule image? Une image, elle est composée de plusieurs pixels. Oui, donc c'est une matrice de pixels. Donc c'est défini sous forme d'une matrice, c'est-à-dire un tableau bidimensionnel. À nos jours, voilà, des résolutions autour d'à peu près 1000 par 2000. C'est-à-dire, voilà, 2 millions de pixels ou plus de 2 millions de pixels. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de chaque pixel, mademoiselle? Elles ont une couleur. Ils ont, chaque pixel a une couleur. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de chaque couleur? Elles sont comprises entre 0 et 255. Ce que vous dites, oui, c'est pour chaque composante RVB de couleur. Donc, chaque composante est codée entre 0 et 255. Et pour ça, il faut utiliser quoi comme mémoire? Un octet. D'accord? Donc, chaque pixel est composé de 3 composantes RVB. Et pour chaque composante, il faut un octet. Donc, pour chaque pixel, il faut avoir combien de bits? Ou d'octets? 3 octets. Oui. D'accord? Donc, si on a 2 millions de pixels, on a 3 octets, ça veut dire pour chaque image couleur, il faut avoir 6 millions d'octets. Bon, on est d'accord? Oui.
Donc, déjà 6 millions d'octets pour une seule image n'est pas mal, c'est beaucoup. Et si on a une série d'images, bon, c'est vrai que ça se comprend qu'il faut avoir des grandes bases de données d'images manipulées. C'est pour ça qu'on utilise aussi des techniques de compression. Bon. Après, on va passer à rectification et manipulation d'images. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, donc donner des exemples? Je vois pas c'est quoi. Si vous voyez, parce qu'on a parlé, mais on n'a pas peut-être utilisé le mot rectification et manipulation. Alors, de quoi on a parlé ce matin? Prenons l'exemple de cinéma. Application de filtre, enfin, Oui, de ce passer, genre de choses, oui, ça veut dire rectification, manipulation. Mhm. Donc, alors, je vais expliquer davantage, vous verrez par la suite en cours. Déjà, dans ce qu'on avait dit, donc on a vu, on a parlé avec votre collègue, donc de restauration. On a parlé de colorisation pour images de cinéma. Tout ça sont des rectifications. On manipule des choses. Donc, manipulation, voilà, filtrage, c'est un sort de manipulation. À chaque fois qu'on manipule, donc on rectifie aussi. Il y a d'autres types de manipulation. Par exemple, pour augmenter le contraste, on n'a pas encore vu, il faut manipuler l'histogramme. Bon, donc, ça fait parmi des problèmes rencontrés. Alors, compression d'image pour le stockage et transmission. On a parlé dans l'introduction, vous vous rappelez? Oui. Parce qu'il faut effectivement réduire le volume important, à la fois pour limiter le support de stockage, et aussi pour la rapidité de transmission d'images. Et pas forcément pour des images courantes. L'exemple que j'avais donné pour transmission d'images à partir d'un vaisseau qui a de plusieurs millions de kilomètres de la Terre, effectivement, il faut avoir une représentation compacte de l'image. C'est pour ça qu'on utilise des compressions et des algorithmes ou des méthodes donc de correction, de détection et de correction d'images combinées avec compression d'images. Bon, qui sont aussi d'autres types de rectification, manipulation. Et finalement, analyse et interprétation, qui peut être automatique ou compréhension. On analyse l'image pour trouver différents composants, différentes caractéristiques, etc. Que ce soit fréquentiel, que ce soit dans le domaine spatial. On fait interprétation. Alors, soit c'est un être humain qui fait des interprétations, par exemple météorologie. La présentatrice donc, de météo regarde les images satellites avec des fausses couleurs et qui fait des interprétations en disant que voilà ici les couleurs que vous voyez en vert représentent tel type de nuage, etc. L'autre couleur représente tel type de dépression, l'autre couleur qui représente tel type d'anticyclone, etc. Ou ça peut être automatique, par exemple en robotique. Donc, on fait tout ça automatiquement. Vous avez votre tondeuse de gazon, donc robotique, qui sont votre manipulation, qui doit éviter des obstacles, qui doit contourner des obstacles. Donc, on fait des interprétations automatiques avec des techniques d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est clair pour vous, au moins? Je ne sais pas si votre microphone est actif encore. Oui, c'est clair. OK. Donc, on va continuer. Bon, on a deux types de problèmes en traitement d'image. Des problèmes de bas niveau et des problèmes de haut niveau. Bon, on va voir les problèmes de chaque type, haut niveau, bas niveau. Commençons avec ce qu'on appelle les problèmes de bas niveau. Alors, la première chose est acquisition d'images. Bon, et souvent, c'est avec codage. Alors, codage, on avait dit. C'est au sens large. Ça peut être aussi compression, qui est un sort de codage. Quand on fait compression d'image, on code l'image. Ou ça peut être codage au sens codage d'image pour détection d'erreurs et correction d'erreurs. Ça dépendra de distance entre l'émission et la réception d'images. S'il s'agit des images qui viennent de millions de kilomètres de la Terre, effectivement, il faut avoir de bons codes comme des codes cycliques pour la détection et la correction automatique d'erreurs.
Sinon, effectivement, il faut avoir des compressions d'images pour stockage, pour transmission, comme on avait dit juste après acquisition. Synthèse pour la visualisation. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut visualiser, il faut interpréter, s'il s'agit d'interprétation par une personne, ou si c'est automatique, voilà, donc c'est fait par logiciel. Donc, d'où l'image que nous avons acquis et nous avons donc modifiée. Restauration, on a parlé beaucoup, notamment dans le cas du cinéma, mais ce n'est pas uniquement cinéma. Alors, toujours, je prends exemple de l'image qui vient donc d'un vaisseau à millions de kilomètres. Effectivement, il faut restaurer, cette fois-ci, c'est au sens, donc, enlever de bruit, correction, etc. S'il s'agit des appareils voilà, qui ont envoyé ça donc, avec technique ancienne, et en tout cas, décoder et détecter des erreurs. Alors, segmentation aussi, c'est une technique de traitement d'image pour extraire, par exemple, des motifs. Ça dépend du domaine d'utilisation. Par exemple, on verra l'an prochain en synthèse d'image. Quand on va parler donc, de synthèse de texture, avec macrostructure, vous verrez que voilà, je vais dire, voilà, utiliser des techniques de traitement d'image, comme par exemple segmentation pour la détection de ces macrostructures et leur synthèse. Ça peut être autre chose aussi, par exemple en robotique, etc. C'est très utilisé. Alors, extraction des traits pertinents, qui rejoint un peu ce que j'ai dit sur segmentation, les contours, les segments, les paramètres de taille, de forme, de texture, de couleur, ça dépend du domaine d'utilisation. Par exemple, si on fait analyse pour la synthèse d'image, synthèse de texture, effectivement, on s'intéresse bien à des motifs qui sont dans texture, on s'intéresse à des paramètres du spectre de texture, on s'intéresse aux couleurs dans texture, etc. C'est quelque chose qu'on va voir ensemble en prochain, en deuxième année de master. Donc, ça dépend donc de l'utilisation. Si c'est en robotique pour votre tondeuse de gazon, effectivement, il faut reconnaître les formes, leur taille, etc. pour les éviter, pour savoir est-ce qu'il faut passer par là ou ne pas passer, et tout ça avec des techniques d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on utilise de plus en plus les techniques d'intelligence artificielle en traitement d'image. Et il y a un collègue donc, de Poitiers, que j'ai trouvé il y a quelques années, qui va continuer à faire cours dans ce cadre-là, et vous le verrez très probablement cette année. Bon, maintenant, je suis plus responsable du cours traitement d'image, mais je pense qu'il va continuer ses interventions, et il va vous parler de machine learning en particulier, dans ce cadre-là, et vous verrez plus avec lui. Et finalement, on peut parler, avec tout ça, une première description de l'image. À nouveau, ça dépend de domaines. Je prends un exemple qu'on verra en deuxième année, la synthèse de texture. Alors, on peut avoir une première description de texture. Est-ce qu'il s'agit d'une texture structurée ou au contraire aléatoire? Est-ce qu'il s'agit d'une texture haute fréquence ou basse fréquence, etc. Donc, ça va donner une description, une première description de l'image à l'aide de tout ce qu'on a fait pour les problèmes de bas niveau. Et après, il y a problème de haut niveau. Il s'agit d'utiliser tout ce que nous avons fait dans le cas de problèmes bas niveau pour effectuer des opérations sur les paramètres de cette description de l'image. Je prends l'exemple de la synthèse d'image dans laquelle nous avons utilisé ces techniques. On verra que bon, après, effectivement, on va passer à la synthèse de texture sur la base des paramètres qui ont été des paramètres extraits donc de l'analyse et différents traitements que nous avons fait sur un modèle de base. Bon. Y a-t-il des questions? Bon, on va continuer dans cette introduction. Bon, une image numérique est un signal bidimensionnel.
C'est pour ça, effectivement, que dans les références, vous avez vu un ouvrage sur traitement du signal, parce que l'image est un signal bidimensionnel. Donc, c'est comme d'autres signaux numériques bidimensionnels, et on pourra appliquer les mêmes techniques, par exemple, pour le filtrage ou autre. Alors, élément de base, comme vous savez, c'est un pixel. On l'a vu dans le cours fondement d'informatique graphique. Pixel, comme je vous ai dit, ça n'a pas changé de définition. C'est picture element, mais écrit avec un X. Donc, c'est l'élément de base d'une image. Alors, je vous avais dit en fondement d'informatique graphique, si vous vous rappelez, un pixel est un point de mémoire de trame, quel que soit le domaine d'application d'image, analyse, synthèse, reconnaissance des formes ou traitement d'image. Un pixel, c'est un point de mémoire de trame, c'est un point de mémoire. Donc, c'est tout à fait infondé de dire pixel d'écran, même si on le dit, un écran n'a pas de pixel. Pixel est une notion liée à la mémoire de trame, c'est un point de mémoire de trame. Donc, dans différents domaines d'application d'image, on assimile un point élémentaire de l'image à un objet géométrique. Très souvent, on utilise, notamment en synthèse d'image, un carré de côté 1. C'est également le cas en traitement d'image. Donc, le centre de coordonnées entières désigne un pixel qui a un carré de côté 1. Mais ce n'est pas la seule notion de pixel en traitement d'image, d'ailleurs non plus en synthèse d'image. Suivant le cas, on peut avoir d'autres grilles. Par exemple, on peut avoir des pixels interprétés sous forme hexagonale, comme on peut voir, toujours avec un centre d'hexagone, qui est avec des coordonnées entières, le centre de ce pixel. Ou on peut avoir donc des pixels circulaires, toujours le centre de cercle, de coordonnées entières et le centre de pixel. On peut voir ces images à la fois en synthèse qu'en traitement d'image. En synthèse d'image, donc vous allez voir, par exemple, pour pavage, c'est des fois avantageux d'avoir une grille hexagonale. Ou quand j'étais responsable de cours introduction à la synthèse d'image en deuxième semestre de première année master, je donnais un projet qui était sur l'anti-aliasage, et là-dedans, un papier à lire. Et si j'avais donné ce projet, vous aurez constaté que dans ce cas-là, les pixels sont considérés comme des cercles. Donc, pour vous dire qu'effectivement, on reconfirme qu'effectivement, même si la plupart des cas on considère comme un carré, on peut considérer comme d'autres formes, parce que physiquement, un pixel est un point de mémoire de trame, ou mémoire d'image, si vous voulez. Terme plus exact, et mémoire de trame, comme on verra en deuxième. Alors, donc, qu'est-ce que ça change? Ça change notion de voisinage. C'est pour ça que, suivant le domaine d'application, on peut utiliser l'un ou l'autre. Alors, quand on a pixel carré, on a notion de 4 voisins immédiats, 4 connexes. On a notion de 8 voisins ou de 8 connexes, un pixel carré. Quand on a grille hexagonale, donc on a une notion de 6 voisins hexagonaux, comme on peut voir ici. Donc, et suivant le cas, pour les algorithmes, c'est avantageux d'utiliser d'autres types de grilles que forcément grille habituelle à base de carré. Par exemple, on peut avoir donc grille hexagonale. Y a-t-il des questions? Bon, j'espère que voilà, vous avez tout compris. Et il y a quelques années, en fondement informatique graphique, j'avais demandé aux étudiants examen de faire, c'était cours et document autorisé, de faire logarithme raisonnable sur un grille hexagonal. Bon, pour voir juste la différence. Effectivement, grille hexagonale n'est pas aussi bien adapté qu'une grille sous forme de carré à la logarithme raisonnable. Mais bon, on pourra le faire aussi. Ou même si c'est circulaire, on pourra le faire. Bon, alors notion de couleur, on a vu un tout petit peu
le semestre passé, on verra de façon très détaillée dans le cours rendu en synthèse d'image en deuxième année. Donc, on va voir ensemble notion de couleur de façon plus poussée. Mais je rappelle tout simplement ici, on a des longueurs d'onde visibles à peu près entre 400 nanomètres à 700 voire 800 nanomètres. Si nous regardons ça dans le spectre des ondes électromagnétiques, on peut voir que vraiment les couleurs visibles représentent une bande très étroite dans le spectre des ondes électromagnétiques. Alors, les longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, c'est la partie qu'on appelle ultraviolette, ne sont pas visibles. Ultraviolette parce qu'ici, on peut voir qu'il s'agit des autres fréquences. Il y a un rapport inverse entre la longueur d'onde et la fréquence. Et les longueurs d'onde supérieures à 700 ou 800 nanomètres sont dans la partie infrarouge. Je dis infrarouge parce qu'il s'agit ici de basse fréquence. Bon, alors, notion couleur visible est surtout importante pour la synthèse d'image. Mais pour traitement d'image, effectivement, on peut avoir une notion donc, des couleurs invisibles. Effectivement, quand on a d'autres types de capteurs qu'appareils de photo, quand vous avez radar, radiomètre, etc., même des appareils donc, à ultrasons, différents types d'images, notamment radar, etc., c'est évidemment n'est pas dans le spectre de couleurs visibles. Et pourtant, ça nous permet donc de faire des traitements d'image. Donc, on n'est pas lié vraiment ici à ce qui est visible. Par contre, pour interpréter, pour montrer quelque chose, il faut le transformer dans le domaine visible. Et le système utilisé, ça ne change pas. C'est la même chose pour synthèse d'image. C'est le système à base des trois composantes qui sont bleu, vert et rouge, système RVP. Si vous vous rappelez, c'est un système additif de couleurs, car à chaque fois qu'on ajoute une couleur à l'autre, on ajoute les longueurs d'onde. Dans le système soustractif, c'est l'inverse, on va soustraire les longueurs d'onde. Ici, on ajoute les longueurs d'onde, système additif qui est utilisé pour des moniteurs. Et c'est pour ça qu'ici, au milieu, quand on a les trois composantes principales, avec leur intensité maximale, on peut voir de blanc. Et qui est représenté, si vous vous rappelez, dans une cube d'unité. Et chaque axe, dans un système cartésien, représente une des composantes RVP, donc avec ces trois couleurs bleu, vert et rouge. Bon, donc ici, on a une image en couleur. Et en fait, cette image est composée de ces trois primitifs de base qu'on a donc pour chacun, et on peut voir si on mélange ces trois composantes RVP, on pourra obtenir donc l'image couleur. Bon, ça, ce n'est pas l'objet de notre cours, mais il faut savoir que bon, chaque composante est liée à un convertisseur numérique analogique et qu'après, ça serait transformé en signal analogique. Et la combinaison des trois signaux analogiques bleu, vert et rouge nous donnera l'image en couleur sur l'écran d'affichage, comme votre écran d'ordinateur ou s'il était dans une salle de cours comme vidéoprojecteur. Bon, maintenant on va passer à la notion de histogramme. Alors, histogramme est un outil d'analyse et statistique pour une image. De quoi il s'agit? Pour nous donner le nombre de pixels avec une couleur donnée. Regardons ici cette image pour expliquer. Alors, il s'agit d'une image en niveau de gris, et les niveaux de gris, comme votre collègue a rappelé tout à l'heure, sont entre 0 à 255. Si l'image est en couleur, c'est le même raisonnement pour chacune des trois composantes. On verra, ça ne change rien. Il faut le faire 3 fois, chaque fois pour une composante. Donc ici, on cherche de voir chaque intensité lumineuse est représentée par combien de pixels. Si on regarde cette image,
on peut voir que cette intensité lumineuse est représentée par 4 pixels. L'autre intensité lumineuse ici est représentée par 7 pixels et finalement, ce qui est le plus foncé est représenté par 5 pixels. Donc ici, sur 16 pixels, si on a une image avec 16 pixels, si on regarde son histogramme, on ne trouvera 4 avec cette intensité, 5 avec cette intensité et 7 avec cette intensité. Alors, bon, donc, H de I, pour nous, c'est nombre de pixels avec la valeur de I. Et si on fait la somme de H, on va trouver effectivement nombre total de pixels. Par exemple, si on fait le nombre de H qui sont 4, 5 et 7, ça va donner 7 qui est le nombre total de pixels de cette image. Donc, c'est ce qui est appelé le histogramme. Alors, ici, c'est l'image et ici, c'est l'histogramme. Nous avons des valeurs de I, l'intensité entre 0 et 255, et pour cette image, on calcule le nombre, et suivant différentes intensités, on peut trouver un nombre différent. Et cet ensemble va représenter le nombre total de pixels de l'image. Donc, l'histogramme qu'on appelait H de I montre la distribution d'intensité pour une image donnée. Si on fait, comme je vous avais dit, la somme de 0 à 205 de H de I, on va trouver le nombre total de pixels de l'image. Et on peut dire deux images différentes peuvent avoir le même histogramme. Est-ce que quelqu'un pourra expliquer ça? Pourquoi deux images qui sont différentes peuvent avoir le même histogramme? C'est assez simple si vous réfléchissez un peu. Bon, alors je demande à la personne suivante sur la liste d'activer son microphone. Mais je Oui. pense que je peux répondre. Oui, allez-y. Il suffit qu'on ait la même image, mais on déplace les pixels à un Tout à autre fait. endroit. Voilà, on peut voir très clairement ici. Par exemple, ici, si vous permutez ces 2 pixels, vous voyez le curseur, l'histogramme sera identique. Par contre, les images sont différentes. Donc, effectivement, parce que l'histogramme montre le nombre de pixels avec une intensité lumineuse donnée. Mais ça ne donne pas information sur la localisation de ce pixel. C'est pour ça que 2 images avec un histogramme identique peuvent être différentes. On verra que ce n'est pas la même chose pour le spectre. Si 2 images ont le même spectre fréquentiel, ils sont forcément identiques. Par contre, 2 images avec le même histogramme peuvent être 2 images complètement différentes. Alors, dans le cas histogramme d'image couleur, il faut faire 3 fois la même opération. Donc, il faut regarder chacune des 3 composantes et tracer, calculer donc l'histogramme de chacune des composantes séparément. Et on va obtenir donc 3 histogrammes suivant les composantes rouges, vertes et bleues qui sont présentes dans l'image. Alors, je ne serais pas étonné, par exemple, ici, vous ne voyez pas directement la couleur verte, mais vous voyez quand même que c'est présente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vert pur. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit en premier semestre. Ici, on a de vert pur si on est là. Pardon. Mais autour de là aussi, on a du vert, mais qui est combiné avec d'autres couleurs, par exemple ici avec jaune ou avec cyan. Et effectivement, on peut avoir des couleurs qui ne sont pas directement dans la nuance de couleur verte, mais il ne faut pas attendre que mon histogramme soit 0, non, parce que c'est présent dans d'autres couleurs. Quand vous avez des choses qui sont mélanges de vert avec autre chose, ce n'est pas du vert, mais c'est interprétable dans l'histogramme.
Y a-t-il des questions? Alors, je ne sais pas à quelle heure il faut s'arrêter. Est-ce que, monsieur le délégué, vous pouvez me dire, parce qu'on m'avait donné 9h45, 11h15, mais à 9h45, il n'y avait personne, même pas à 10h. Est-ce que ça a été décalé à 10h? On s'arrêtera à 11h30? Bah, nous, sur l'emploi du temps, c'était 10h, 11h30 à l'origine. Ok, non, parce que monsieur Conchon nous avait envoyé 9h45, mais je pense que c'était l'emploi du temps de l'an dernier qu'il avait repris, parce que c'est décalé ce qu'il me semble. Ok. Donc, on va continuer encore quelques minutes. Alors, on va passer au format d'image. Nous avons deux formats possibles pour les images, avec ou sans compression d'image. Alors, on a parlé pourquoi la compression, pour la transmission, pour le stockage d'images, et suivant qu'on a fait en compression d'image ou non, on a deux formats, avec ou sans compression. Alors, image sans compression, c'est le format de base, avec aucune réduction du volume de données dans cette image, c'est-à-dire, comme on a vu avec votre collègue tout à l'heure, on a dit, chaque composante RVB est codée sur un octet. Bon, l'exemple qu'on avait vu avec votre collègue, on a dit si on a 2 millions de pixels, on a 3 octets par pixel, ça va nous donner 6 millions de pixels pour une seule image. Après, si vous avez une séquence d'images, vous savez, donc si vous avez 25 images par seconde, donc ça va faire 25 fois 16 millions d'octets. Et après, si vous avez une séquence de quelques minutes, vous pouvez imaginer et donc le volume de données à stocker ou à transmettre. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de compression, et on a le format de base, comme par exemple PPM, qui est Portable Pixel Map, on a format sans compression. Bon, l'avantage est qu'effectivement, on peut utiliser tel qu'il est, et avec la meilleure qualité possible, parce qu'il n'y a pas perte de qualité, parce qu'il n'y avait pas eu de compression. Et même par rapport à la compression sans perte, où on ne perd pas au niveau de qualité, ici, il n'y a pas de décompresser l'image. Donc, effectivement, à l'exploitation, c'est rapide, parce qu'il n'y a pas opération de compression et décompression. Bon. Par contre, ça représente un volume important, donc, de données pour chaque image. Et après, on a image avec compression. Alors, l'objectif est réduction de volume de données en utilisant différentes techniques. La redondance est spatiale. Bon, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la redondance spatiale? Par exemple, sur cette image que vous êtes en train de voir, est-ce que quelqu'un pourra m'expliquer la redondance spatiale qui sera une solution pour faire la compression d'image? C'est pas parce qu'on a plusieurs pixels qui sont de la même couleur. Enfin, Oui. plus on a de pixels de la même couleur, plus on va pouvoir optimiser, puisque... Enfin, voilà. Oui, sur le fond, vous avez tout à fait raison. C'est ça la redondance spatiale. Alors, plus techniquement, si on regarde, une image, que ce soit synthèse, analyse, traitement ou que ce soit, quand on voit sur un écran, c'est une image qui est affichée plusieurs fois, dans le sens balayage vidéo, de haut vers le bas, vous vous rappelez, de gauche à droite. Et c'est pour cette raison que les algorithmes de synthèse d'image aussi, on a fait dans le même ordre, de haut vers le bas, de gauche à droite. Alors, si on regarde une ligne d'image ici, alors si c'est premier pixel, regardez le curseur, c'est blanc. Et ça reste blanc jusqu'à là. Donc ici, on a eu au moins une centaine de pixels, même davantage. Et il n'y a aucune information différente pour ces pixels. Donc, si au lieu
de stocker 100 pixels blancs. 100 pixels, ça veut dire 300 octets. Si au lieu de ça, on stocke juste pour 1 pixel, 3 octets, et donner le nombre, 100, pour 100 aussi, il faut avoir un octet ou à la limite un entier, 4 octets. Donc, on utilise environ 4 octets au lieu de 300 octets pour représenter la même chose. Donc, on peut utiliser la redondance spatiale de l'image avantageusement pour faire la compression. La redondance temporelle au niveau vidéo, c'est à peu près pareil. À peu près pareil, pourquoi? Parce que imaginez une image animée ou une scène animée, que ce soit en synthèse, que ce soit une image vidéo réelle. Dans une scène, par exemple dans une pièce, il y a un certain nombre d'objets qui bougent, ce n'est pas l'ensemble. Donc, à nouveau, d'une séquence à l'autre, on peut utiliser cette fois-ci la redondance temporelle pour faire une compression, mais cette fois-ci, le paramètre n'est pas l'espace, mais c'est le temps. Et finalement, l'élimination des informations peu perceptibles. Alors, bon, ici, on a une image noir et blanc. Il n'y a pas ce genre d'information. Bon. Mais dans une vraie image, par exemple, si on revient ici en arrière, il y a peut-être certaines nuances donc, de gris ou de couleurs qui ne sont pas très pertinentes pour cette image, qui sont peu perceptibles. Et là, c'est l'étude de perception qui permettra de le dire. Les études de perception, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de notre cours. On va parler juste un mot l'an prochain, notamment pour la synthèse de texture. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas perceptuellement pertinentes, par exemple les moments supérieurs de dos, etc. Et aussi certains types de couleurs peut-être ne sont pas tellement aux yeux, parce que l'œil est moins sensible. Et il y a certains changements de couleurs qui sont peu perceptibles. On peut les éliminer pour faire la compression, mais cette fois-ci, ce n'est pas une compression sans perte. Donc, a priori, la redondance spatiale ou la redondance temporelle peut être utilisée pour une compression sans perte et l'élimination des informations peu perceptibles pour une compression avec perte. Alors, il faut savoir dès maintenant que voilà, quand vous voulez avoir la qualité, vous ne pouvez pas avoir une représentation très compacte. Donc, sans perte, ça veut dire volume plus important, mais très compact, ça veut dire avec une petite perte donc d'informations qui sont peu perceptibles. Et ça va nous donner donc les deux types de codage que nous allons avoir de compression d'image avec perte de données ou sans perte de données. Et nous allons finir le cours de ce matin avec ces deux types de compression. Alors, compression sans perte, basée sur la réduction des redondances dans une image. On en avait parlé, par exemple, rappelez-vous, une centaine de pixels de même couleur, donc on stocke 3 octets pour représenter la couleur qui est identique, et après on va indiquer leur nombre. Ça va donner une compression sans perte et très efficace, bon, au moins dans le cas de cette image. Si on a une image plus détaillée avec plus de variations de couleurs, ce n'est pas aussi efficace, mais ici c'est très efficace parce que l'image est binaire, effectivement. On n'a que 2 couleurs dedans et peu de variations. Bon, quand c'est sans perte, opération irréversible, c'est-à-dire à base de l'image compressée, vous pouvez restituer très fidèlement l'image de départ sans aucune perte de l'information. Mais comme je vous avais dit il y a quelques instants, en général, quand on a compression sans perte, ça reste une compression de données limitée. On ne peut pas énormément, dans le cas général, je ne parle pas ici, on ne peut pas énormément réduire le volume d'informations par rapport à la compression avec perte. Alors ici, on a le format d'image qui s'appelle TIFF, Compact
Image File Format. Ou l'autre que vous connaissez peut-être plus, vous avez vu, PNG, Comfortable Network Graphics. Il s'agit des formats de compression sans perte. Après, nous avons compression avec perte. Cette fois-ci, basée sur la réduction des redondances, comme on avait dans le cas donc, de compression sans perte. Mais étant donné que la seule réduction de redondance n'est pas très efficace pour diminuer grandement le volume des données et des images, on va le combiner avec des informations peu pertinentes ou peu perceptibles. On va éliminer donc ces informations pour avoir plus donc de compression. Alors, dans ce cas-là, il s'agit effectivement d'une opération irréversible, parce que même si on a perdu un peu d'informations peu perceptibles, on ne pourra pas les récupérer. Donc, l'image restituée ne sera pas identique avec l'image de départ. Donc, on ne peut pas faire théoriquement une image restituée fidèlement, mais visuellement, ça peut être fidèle à l'image d'origine, c'est-à-dire que l'œil n'arrive pas à distinguer, même un œil averti, parce que les informations sont peu perceptibles, ne peut pas vraiment en regardant comme ça dire qu'on a perdu de l'information. Et c'est la base pour tout ce qui est, bon, notamment ce qui est connu, c'est JPEG ou JPG, qui est Joint Photographic Expert Group, ou sans expert des fois. Donc, Joint Photographic Experts Group, qui est une compression avec perte des informations peu perceptibles et qui est très, très couramment utilisé pour les images. Et si vous avez remarqué, par exemple, votre appareil photo numérique, si vous regardez, donc, les formats sont .jpeg ou .jpg, parce qu'on a utilisé effectivement un tel format d'image. Y a-t-il des questions? Oui. Allez-y. Ouais, non, en fait, j'avais pas trop compris quand on parlait d'informations peu perceptibles, en fait. Ça correspond à quoi, exactement? Oui, donc je reviens. Ok, merci. Bon, ici, sur cette image, on ne pourra pas voir tellement. Mais regardez ici, par exemple, ici. Si vous regardez dans cette zone-là, ou si vous regardez cette zone-là, dans un voisinage donné, l'œil n'arrive pas à distinguer la différence entre les couleurs au niveau, donc, le niveau de gris. Par exemple, ici ou ici. Pourtant, si vous regardez individuellement à la loupe, c'est-à-dire si vous regardez les composantes RVB de chacun de ces pixels dans ces zones-là, ils ne sont pas identiques. Il y a une légère différence entre ces informations. Pourtant, ça reste plus ou moins peu perceptible pour l'œil. Alors, pour compresser, on peut dire effectivement, on va utiliser une couleur unique à la place de cet ensemble. C'est ce qu'on appelle information peu perceptible. Est-ce que c'est clair? Oui, ouais, c'est très clair, merci. OK. Donc, on va s'arrêter pour ce matin, parce qu'il est déjà 11h30, on vient de passer 2 minutes. Mais je pense que vous n'avez pas d'autres cours, donc ce n'est pas grave. Et on va continuer cet après-midi, donc c'est à 14h, c'est ça? À 14h15, c'est ça? C'est 14h ou 14h15? Je ne sais pas. C'est 14h15 tout à l'heure. Alors, donc on va continuer à 14h15. Donc, on va respecter, parce qu'au cas où vous avez aussi des choses en présentiel, voilà, pour respecter donc ce qui est prévu sur l'emploi. Alors, je vais vous envoyer peut-être avant le cours, sinon après le cours de cet après-midi, la deuxième partie du cours. Et donc, on va continuer à 14h15. Bon. Alors, je vous dis au revoir si vous n'avez pas d'autres questions.